Bonjour à tous, moi c'est Nicolas Dionnet, je suis programme leader API chez Renault. Je travaille donc avec Mourad et avec la communauté d'API référents dont certains sont parmi nous aujourd'hui. On a en charge de fixer les règles de design, les bonnes pratiques et puis aider nos providers et nos consommateurs à se sortir de ce vaste monde des API. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Je suis Mourad Abbas, je suis en charge du Data Office, donc il y a de la gouvernance des API, il y a les rôles de Chief Data Officer, de Master Data, etc. au sein du groupe. Et donc, on va commencer par vous raconter une petite histoire, celle de la transformation digitale du groupe Renault au travers des API et comment l'entreprise a pris le tournant de l'IA au service de la gouvernance API. Donc bon, j'ai un petit style d'introduction du groupe Renault. Tout le monde connaît Renault, je pense. On a plusieurs marques, etc. Le seul intérêt de ce slide-là, dans le cadre du monde de l'API, c'est de vous montrer que on est multimarque, on est sur plusieurs pays et que donc forcément, il y a énormément de systèmes d'information derrière qui communiquent sur toutes les plaques géographiques monde. Et donc, il y a des enjeux d'API, de sécurité, performance à la clé au sein de l'entreprise. Alors, l'histoire de la gouvernance des API au sein du groupe Renault, elle a commencé, c'est quelque chose d'assez vieux, qui a commencé à 7 ans. On est parti de rien. On avait très très peu d'API et donc on avait 3 enjeux qu'on s'était fixés avec les équipes de l'architecture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur la Gouv API avec Nicolas et l'équipe, mais on appartient à la direction de l'architecture et de la data. Pourquoi ? Parce que les enjeux de données et d'architecture sont fortement, étroitement liés à ceux de l'API. Et donc les 3 objectifs fixés par le top management, c'était casser les silos de données. Pourquoi ? On est convaincu que la donnée est un asset pour l'entreprise et que la donnée a de la valeur. Mais le problème, c'est qu'elle était en silo au sein des métiers, pas partagée. Au sein même d'un métier, d'une business unit, la donnée, parfois, elle est silotée par des domaines. Et c'était un gros problème. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la réutilisabilité et la simplification du système d'information. On avait l'habitude d'avoir des API développées pour un use case métier, les anciennes générations d'API SOAP, et donc le taux de réutilisation très faible, et également un système d'information un peu comme un plat de spaghetti avec des liens partout. Et l'idée, c'est de capitaliser sur une plateforme de partage de services pour pouvoir simplifier le système. Et le troisième objectif, c'était augmenter les interactions avec l'écosystème. Vous savez que les véhicules aujourd'hui sont comme des objets connectés roulants. Ils véhiculent de la donnée hyper importante qui a de la valeur et on a énormément de startups, d'entreprises dans l'écosystème qui sont demandeuses pour consommer nos données. Donc voilà, donc c'était les 3 objectifs et l'idée c'est de pouvoir partager en fait la donnée de façon sécurisée et optimale. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Je vous présente le schéma d'architecture qu'on appelle le fer à cheval au sein du groupe Renault. Alors, c'est pourquoi le fer à cheval, c'est la partie grise, là, ça fait une forme de U horizontale. Et donc, il y a 3 piliers fondamentaux du fer à cheval. Le premier, c'est l'API management. On a clairement passé un partenariat très tôt avec les équipes de Google APG pour que la couche de communication synchrone soit supportée par les solutions APG avec la couche de Tantocta. La deuxième couche principale et majeure, c'est la partie asynchrone, l'événementiel. Donc, on a ce qu'on appelle le digital backbone ou l'event backbone. Là, on est plutôt sur une solution Solace sécurisée. Et on a une brique entre les deux qu'on a appelée Unify API and Event Service Platform. En interne, on appelle ça le service registry. En fait, c'est une couche d'intégration unique où l'ensemble des API et des services du groupe Renault sont visualisables sous forme de catalogue. Mais ce produit-là n'est pas qu'un simple catalogue, ça va jusqu'à faire du provisioning automatique sur tous les environnements prod, non prod, UAT, pré-prod, dev, etc. Et donc, c'est notre plateforme intégrée qui gère en fait ces 2 couches de com. Donc, cette architecture-là, on a eu un fort sponsorship du top management pour valider cette architecture-là et ça nous a donné du poids pour déployer nos stratégies de gouvernance API au sein du groupe. Alors, avec quelques années de recul,
on se rend compte d'année en année qu'on a une croissance non pas linéaire, mais plus en exponentielle en termes de consommation d'API ou de production d'API. Aujourd'hui, on est en 2026, les chiffres ils datent de fin 2025, mais en gros, on a plus de 2500 API. Nicolas vous fera une petite démo après du service Registry. API et Event. On a eu en décembre de l'an dernier 56 milliards d'appels durant l'année. On tourne à 5 milliards par mois et ça continue. Je vous expliquerai pourquoi après, mais clairement l'IA y est pour quelque chose. On mesure également le taux de reuse d'une API. En gros, combien de consommateurs on a en moyenne sur nos API ou nos events. Et pour nous, la productivité de l'entreprise, on gagne plus ce taux de reuse est élevé, parce que ça veut dire que lorsqu'on développe une API pour un use case métier, si on a d'autres qui l'utilisent et qui la prennent sur étagère, c'est qu'on a tout gagné en time to market, en coût, etc. Et donc voilà, donc on a quelques métriques, où je vous en montre quelques-uns là, pour vous montrer qu'on mesure et qu'on arrive à palper en fait cette transformation digitale au sein du groupe. Alors, il y a d'autres, donc je vous ai dit, je vous ai mis quelques chiffres clés. Ce qui est important sur le nombre d'API, c'est qu'on pensait atteindre une valeur plafond déjà il y a 2-3 ans. On pensait qu'on allait plafonner à 1500 API et services. On se rend compte que tous les ans, on augmente. Et on n'a pas encore atteint ce palier. On est en moyenne entre plus 30 et plus 50% en production d'API tous les ans. On en supprime certaines qui sont deprecated, mais pas du tout au rythme de la production. On atteint les 150 millions d'appels par jour au niveau des API. Les events, on est à plus de 2 milliards d'événements publiés sur lesquels on a pas mal de souscriptions. Le taux de reuse, je vous l'ai dit, il est monitoré. Et on a même mesuré la productivité de cette stratégie API sur les développements. Donc, on a fait un bench en prenant pour chacune des business units, ce qu'on appelle les directions informatiques métiers, 3 projets majeurs, et on a regardé l'apport en cost avoidance, donc en économie de cette stratégie-là, et on est en moyenne à 22% grâce à l'existence de nos services. Évidemment, tout ça, ça se base sur des plateformes qu'on a construites, de l'outillage, des processus, toute une gouvernance. On ne va pas la détailler là parce qu'on pourra en parler pendant plusieurs heures. Mais nos challenges actuels sont la monétisation de nos données au travers d'une plateforme que je vais vous montrer, l'accroissement des interactions avec l'écosystème. On a énormément de use cases avec des startups et autres. Et puis aussi l'adoption de l'IA générative au sein de notre métier côté informatique, c'est-à-dire au sein de la gouvernance API. Donc là, je vais vous montrer juste en 2 mots la plateforme qu'on a développée au sein de la gouvernance API. C'est une plateforme qui est en prod, qui est brandée Mobilize. Mobilize, c'est notre marque de vente de données au sein du groupe Renault, que ce soit pour Renault, Dacia ou Alpine. Et donc, on a développé une place de marché qui nous permet en fait de vendre de façon sécurisée de la donnée sous forme d'API, l'API as a product ou l'event, pour répondre à des enjeux business du moment. Et donc cette plateforme-là, on peut voir en fait sur cette plateforme un certain nombre de produits. Donc en fait, il y a tout un parcours sécurisé qui permet à n'importe quelle entreprise en mode B2B de créer un compte, de souscrire et ensuite d'accéder à la donnée et d'avoir une facturation automatisée. Et là, on utilise des briques sous-jacentes telles que le module de monétisation d'Apigee. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, sur cette plateforme, c'est un aboutissement de la stratégie de la gouvernance de données. On vend une trentaine de produits, dont une vingtaine en mode B2B. On adresse plein de use cases. Donc, par exemple, le nombre de passagers. Il y a des sociétés qui veulent connaître dans les véhicules en moyenne combien on a de passagers, l'état des routes grâce à nos amortisseurs et les variations de position du véhicule en Y, en fait, on arrive à voir s'il y a des nids de poules, etc. Donc, on a des collectivités qui sont intéressées par ces données-là. Et tout ça, ça se fait via la monétisation de données et via nos API, tout simplement. On a d'autres use cases sur le Pay as you drive au niveau des assurances. La tendance aujourd'hui, c'est
pour les petits conducteurs, ceux qui roulent peu, plutôt que de payer un forfait fixe au niveau des assurances, on paye par rapport au kilométrage réellement roulé. On a des use cases aussi, pay how you drive. En fait, pour les conducteurs qui ont une conduite plutôt, on va dire, prudente et cool, on le voit au niveau des variations de la vitesse, du freinage, etc. Ils ont un bonus au niveau de l'assurance et donc réduction du tarif. Donc, je pourrais vous en parler autour des points de charge, des bornes de recharge, etc., du véhicule électrique. Bon, bref, vous imaginez, on a énormément d'use cases et tout est basé sur l'API. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est une réalisation, le dernier étage de la fusée qu'on a réalisé grâce à la stratégie de la gouvernance API. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du tournant de l'IA. Et ensuite, je laisserai la main à Nicolas pour une démo concrète de ce qu'on a fait autour de l'agentique au service de la gouvernance des API. Donc nous, l'histoire de l'IA, elle n'a pas commencé chez Renault en 2023 avec l'arrivée de ChatGPT, toute la communication. Elle existe depuis très longtemps. Mais c'est plutôt de l'IA sur l'optimisation des routes logistiques, etc. Mais on a, comme toutes les entreprises, pris le tournant de l'IA générative en 2023 en pleine figure. Et pour des raisons de sécurité, etc., très vite, le top management s'est mobilisé, le CIO côté informatique. Et on a commencé en 2023 par créer une plateforme qui s'appelle Chat at Renault, une plateforme interne sécurisée où tous les collaborateurs du groupe peuvent utiliser donc les LLM, mais en utilisant cette plateforme-là, de manière à ce que tout ce qui est tapé dans les prompts reste au sein de l'entreprise. Donc, on a commencé comme ça, donc avec du multi-LLM et du prompt team. Évidemment, on a un gros partenariat, comme vous l'avez compris, avec Apigee et Google, et on était plutôt orienté Gemini au niveau du LLM. Donc voilà, donc on a commencé comme ça en 2023, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup d'usages de type plutôt optimisation des collaborateurs sur leurs tâches au quotidien. On prompte, on pose une question, etc., etc. Mais on a très vite vu des limites. Parce que les LLM, ils ne connaissent pas le contexte spécifique Renault. Ils ont une très forte, ils sont entraînés, les modèles, sur des pétadonnées, enfin des données énormes, mais ils ne connaissent pas le contexte propre à Renault. Donc en 2024, on a mis les assistants en place. Donc on a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle GenAI at Renault. Et là, pareil, c'est une plateforme développée en interne où, en plus du prompting et du LLM, on peut mettre ce qu'on appelle le RAG, c'est-à-dire le contexte Renault, les skills. Donc, par exemple, on peut, dans un SharePoint ou dans un répertoire, déverser des centaines de fichiers PDF, JSON, etc., qui décrivent un contexte logistique, supply chain ou métier. Et donc, on indexe tout cela. Et donc l'agent, l'assistant qu'on interroge, il a sa connaissance de son modèle, mais il a la connaissance du monde Renault. Et donc quand il répond, il consulte d'abord les données Renault et il les prend en compte au niveau de la réponse, au niveau du modèle. Donc ça, c'était la grande rupture en 2024 qui a continué sur 2025. Et là, on fait face à une explosion en nombre d'agents. On en a plusieurs milliers. Et se pose, j'ai vu plein de conférences aujourd'hui autour de justement la gouvernance de ces agents, etc. En 2025, on a attaqué une nouvelle dimension. C'était l'ère du multi-agent. Et là, c'était des use cases beaucoup plus pointus où, en gros, on a un agent maître qui est un orchestrateur, qui a une mémoire et qui a une intelligence propre et qui, face à un problème qui lui est posé, métier, il a l'autonomie pour interroger d'autres agents, notamment des agents API, on va les voir après. Et donc, il interroge de façon autonome des agents via des API. Il récupère les réponses et puis quand ce n'est pas satisfaisant, il challenge les agents qu'il a appelés ou d'autres. Et
ça peut prendre un certain temps pour consolider la réponse et apporter et répondre à la question qui a été posée. Et donc, on voit bien que dans cette transition-là de 2023 à 2026 aujourd'hui, au sein du groupe Renault, on a une adoption forte de l'IA et que tous ces échanges-là au niveau de l'agentique, en use case multi-agent, voire même en assistant, tout passe par des API sécurisées. Et donc, en fait, une fois encore, on se rend compte que l'API est au cœur des enjeux de l'IA et qu'il n'y a pas d'IA sans API sécurisée. Voilà, donc pour faire une transition sur la suite, je vais vous montrer comment nous, équipe Data Office, au sein de la gouvernance des API, on a pris la transition de l'IA pour augmenter notre métier autour de l'API. Donc on a adressé 4 use cases. Le premier, il est simple, c'est rechercher l'API dont j'ai besoin pour mon projet. Donc, on a énormément de projets internes et avec des partenaires externes. Et quand on veut accéder à une donnée, on va dans le catalogue des API, je vous ai dit, la plateforme intégrée, et on a plus de 2500 API. Donc on en a peut-être, je ne sais plus Nicolas, tu vas le montrer après, mais presque 2800. Et donc du coup, si on cherche comme on le faisait avant, par mots-clés, ça ne se passe pas super bien parce que vous cherchez parts order, par exemple, commande de pièces de rechange, le moteur va rechercher dans le nom de l'API, sa description, toutes les métadatas, dans les specs de l'API ou des events, donc l'Open API, la 5 API, et vous pouvez vous retrouver avec 300 API qui sont en résultat de la recherche. Et là, le métier ou le tech lead ou le lead dev, il n'est pas plus avancé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va appeler l'API référent en question, Valérie, Nicolas, ou voilà. On a une communauté d'une vingtaine de personnes. Et c'est basé sur l'humain et c'est pas efficace. Et c'est ça qu'on voulait casser. Donc là, le Smart Search, on va avoir une démo juste après. Le principe, c'est qu'on utilise la puissance de l'IA générative où on va créer un contexte, une skills, où on va faire connaître à l'IA toutes les données, toutes les API qui existent au sein du groupe Renault. Et il va ingérer toutes ces données-là. Et par rapport à un prompt, quelqu'un qui recherche une API, qui va décrire précisément son use case métier, l'IA générative, le modèle Gemini par exemple, il est capable de comprendre qu'on parle de pièces de rechange dans un contexte par exemple usine, approvisionnement de pièces, etc. Et il va proposer le top 3 des API les plus pertinentes par rapport aux besoins. Alors le deuxième use case qu'on voulait adresser, c'était la génération d'une spec API. Aujourd'hui, les développeurs, jusqu'à présent, quand ils développent une nouvelle API, soit ils font un copier-coller d'un Swagger d'une spec, soit ils l'écrivent from scratch, et ensuite, il y a tout un cycle de relecture avec l'API référent, avec le tech lead, etc. Et ce n'est pas forcément du travail à valeur ajoutée. On a écrit des guidelines. On a ce qu'on appelle un Business Information Model. C'est une modélisation canonique de tous les objets du groupe Renault pour avoir un langage unique commun entre les métiers et avec les attributs, les relations, etc. Et il faut que les API respectent au niveau des contrats d'interface ces contraintes d'entreprise. Et donc, ça peut faire beaucoup de temps de relecture, de rédaction. Et là, on a voulu utiliser la puissance de l'IA générative justement pour générer ces spécifications-là. Ça, c'est le deuxième use case. Le troisième, c'est tout simplement tout le patrimoine d'API. Les API, il y en a qui ont été créés il y a 5 ans, d'autres il y a 2 ans. Les guidelines ont évolué avec le temps. Pouvoir faire des audits automatiques de spec sur tous les aspects, respect des guidelines, sécurité, développement, etc. Et donc, on a voulu utiliser un agent qui prend en entrée une API et qui donne une note sur tous les axes et qui donne aussi des recommandations pour bien spécifier l'API. Et le dernier use case, c'est aller jusqu'à la génération de code à partir d'une spec API. Je dis que je suis un provider, donc je dois implémenter l'API, ou je suis un consumer, je dois consommer une API sur ma technologie. Je suis dans du mainframe, je suis dans du Spring Boot Java ou peu importe. Et il va générer le code, mais ce n'est pas un générateur syntaxique classique comme on connaissait avant. On utilise la puissance de la GenAI pour aller bien plus loin.
On va faire une démo. Voilà. Peut-être pas sur cette partie-là, tu nous diras. Voilà. Donc, concrètement, avant de rendre la main à Nicolas, comment ça marche, nos agents? C'est tout simplement soit un SharePoint, soit une bucket dans lequel on va déposer des données propres, voilà, propres au contexte Renault. Ensuite, on a un LLM et puis sur tout ça, c'est comme un produit, un agent, c'est accessible via une API sécurisée. Voilà. Donc, nous, dans les use cases qu'on va vous présenter là en démo juste après avec Nicolas, on a mis dans ce qu'on appelle le RAG, donc notre base de connaissances spécifique à Renault, on a mis ce qu'on appelle le Business Information Model. C'est la modélisation faite par les information architects de tous les objets Renault, leurs attributs, leurs relations, etc. On a mis également toute la connaissance des API et des events du groupe avec les métadatas, avec les contrats. Voilà. On a ingéré nos règles de design API et event, voilà, ainsi que des templates, une bonne API et un bon event avec les différents patterns d'architecture. Et on a mis aussi un espèce de glossaire, un dictionnaire de données où il y a tous les sigles, un grand nombre de sigles, environ 4000, du jargon propre à Renault, ce qui fait que quand on prompte les agents, si on utilise des sigles ou du vocabulaire propre au monde Renault, les agents le comprennent. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le RAG, qui a été indexé, et ensuite on a utilisé ce RAG-là pour nos différents use cases. Donc voilà, maintenant je vais laisser la main à Nicolas. Merci Mourad. Donc Mourad vous parlait tout à l'heure du service registry, en fait, donc une surcouche à la fois à IPG et à Solas. Donc c'est notre outil interne qui permet à la fois de faire du cataloguing, mais aussi du déploiement. Il gère le cycle de vie. Donc en fait, nos providers vont pouvoir créer leurs services, déclarer leurs environnements, attacher leurs contrats. C'est là que les API référents ont commencé à faire les reviews. On peut avoir un certain nombre d'allers-retours avant d'avoir un contrat de bonne qualité et finalement de pouvoir déployer le service. Donc là, voilà, aujourd'hui, 2988 consommateurs pour 681 providers et 2748 services. Ce service registry, il gère trois grands principes: les providers, les services fournis par ces mêmes providers, et puis du coup les consommateurs qui vont pouvoir souscrire à la volée et récupérer des accès aux API. Je vais vous faire une petite démo de trois des agents dont vous a parlé Mourad. Le premier, c'est le Smart Search. Donc le Smart Search, dans l'idée, on a nos fameux 2000, presque 800 services sur étagère. Et historiquement, on a un champ ici en haut à gauche, Global Search, qui vient chercher sur le titre du service et sur la description qu'on en a fait dans le service registry. Et il s'avère qu'il est un peu bébête et que, par exemple, si on lui lance une recherche telle que WLTP, il va nous récupérer 13 services dans lesquels il trouve ce mot-clé. Si on rajoute CO2 pour WLTP CO2 emission, il est perdu. Si on enlève la WLTP, on récupère 7 services qui contiennent CO2. Et si on rajoute emission en faisant en plus une faute d'orthographe sur emission, on ne trouve rien. Et si on corrige notre faute d'orthographe, il en ressort 2. Partant de ce constat, peu satisfaisant, on a décidé de mettre en place un assistant qui marche en langage naturel, en plusieurs langues. Et du coup, avec lui, on peut directement demander « Donne-moi une API qui traite des données de consommation CO2 du cycle WLTP ». On lance notre recherche. Donc là, j'ai accéléré un peu pour pas que ça prenne des plombs, mais dans l'idée, ça prend une trentaine de secondes. Et donc finalement, la première chose que fait le bot, c'est de nous faire un résumé de ce qu'il a compris, et puis de nous faire
une proposition de, pour lui, la meilleure solution, donc avec une description du service, les différents endpoints disponibles, et puis un lien vers la page du détail du service. Donc on peut l'ouvrir, on va tomber sur notre page du service registry. Et puis il nous propose aussi une alternative en nous expliquant pourquoi ceci pourrait nous intéresser. Après, on peut pousser le concept un peu plus loin et lui demander, par exemple, donne-moi un exemple de réponse à, alors là je vais prendre le service numéro 22. On peut l'appeler soit par son nom, soit par son ID. Là en l'occurrence, il y avait un ID 22 sur sa solution principale. Donc je lui demande, donne-moi un exemple concret de réponse. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va effectivement récupérer la réponse du contrat et puis il va particulièrement mettre en focus les informations qui concernent les infos CO2 WLTP, donc sur tous les cycles en l'occurrence. Une fois que le client a vu tout ça, derrière, il n'a plus qu'à souscrire et puis à consommer. Donc ça, c'est notre premier agent. On a mis en place un deuxième agent, ce qu'on appelle le Contract Builder. Donc là, l'idée, c'était de se dire, on a depuis 7-8 ans créé un certain nombre de services, un peu grâce à une toolbox qu'on fournissait à nos providers. Cette toolbox, globalement, on fournissait des templates de fichiers OpenAPI à 5 API. On leur fournissait un design guide. Et donc, basé là-dessus, ils avaient en charge de générer les contrats. Grâce au Contract Builder, l'idée, ça va être de prompter le besoin et du coup, d'avoir le contrat qui se génère automatiquement. Là, par exemple, dans la démo, l'idée, c'est de créer donc générer un contrat pour un dealer locator, donc une recherche de concessionnaire du monde Renault. Donc au niveau du prompt, on va lui demander de générer un dealer locator. On veut juste du get, et en l'occurrence pour toutes les marques du groupe Renault. Et puis si on demande le détail d'un dealer, on voudrait bien qu'il nous ramène spécifiquement les horaires d'ouverture et les activités du dealer. Donc là, la première chose que va nous faire l'assistant, ça va être de regarder ce qu'il y a dans le catalogue actuel et de voir s'il n'y a pas quelque chose qui existe déjà, plutôt que de recréer la roue. Donc là, il nous fait un certain nombre de propositions qui pourraient correspondre. Bon, là, en l'occurrence, je lui ai demandé de recréer à partir de mes spécifications, de mes requirements. La deuxième étape, ça va être de nous faire quelques recommandations par rapport aux règles Renault. Donc là, par exemple, il va nous dire qu'il a entendu parler des coordonnées GPS, que chez nous, généralement, on utilise latitude et longitude. Pareil pour les horaires d'ouverture, on gère de l'opening time, du close time. Et puis, vu ce que je lui ai demandé, il me propose un get sur /dealers et un get sur /dealers/dealer-id. Il me demande est-ce que je veux bien suivre ses recommandations ou est-ce que je veux en faire qu'à ma tête. Bon, en l'occurrence, je suis un bon petit soldat, je vais lui dire de suivre les recommandations. Et donc là, il va générer à proprement parler le contrat qu'on peut ouvrir dans un OpenAPI Editor. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que donc, globalement, il a déjà récupéré de nos templates les endpoints classiques que sont le ping et l'OpenAPI chez Renault. On voit bien notre getDealers et notre getDealers/dealer-id. Sur le premier, on va avoir une chose intéressante qui est qu'il y a un champ brand sur lequel il a été trouvé par lui-même que les 4 marques du groupe Renault, c'est Dacia, Renault, Alpine et Mobilize. Ça, je ne lui ai pas dit. Il a été récupéré ça du Business Information Model. On retrouve aussi les capacités de pagination qui sont communs aussi à toutes nos API. Et puis derrière, on récupère la réponse 200 avec exactement ce qu'on lui a demandé, le nom, l'adresse, les coordonnées GPS, un lien vers le détail de cette concession
Et puis, on va retrouver aussi les paginations, tous les codes erreurs qu'on utilise classiquement chez Renault. Et puis, pour le détail du dealer, effectivement, on peut voir qu'il a bien rajouté les opening hours, comme on lui a demandé, horaire d'ouverture, et puis les activités du dealer. Donc, grâce à ce contract builder, on a pu grandement améliorer à la fois les temps de design de nos API. Les premiers retours, on est passé de 3 jours pour designer une API à 20 minutes. Donc, vu le nombre d'API qu'on a généré, c'est assez intéressant. Et ça nous gagne vraiment beaucoup de temps, nous, API référents. Et enfin, le dernier agent que je voulais vous présenter aujourd'hui, le quality check. Donc là, le principe, c'est qu'on va aller uploader un contrat qui a été précédemment rédigé, soit un nouveau contrat. Et là, du coup, bon, excusez-moi, j'ai pas basculé. Hop, voilà, le voilà. Donc, le même principe, ouais, on va uploader un fichier, donc une spec OpenAPI ou A5 API. Derrière, on la parse. Et une fois que c'est parsé, on va lancer notre agent qui va aller regarder ce qu'il peut trouver dans ce contrat par rapport aux règles édictées chez Renault. Donc, on va retrouver en premier un disclaimer qui explique que c'est jamais qu'un agent IA et que les projets sont quand même priés d'aller voir leur API référent préféré pour valider les choses réellement, mais ça leur permet déjà de dégrossir le travail. Ensuite, on va avoir un score, un quality score, des sévérités, donc qu'est-ce qu'il a pu nous trouver par sévérité. Ensuite, il reprend les méthodes HTTP. On a un mapping, on va dire, par grande famille et par sévérité. Et puis après, en étape 7, il va rentrer dans le dur et nous dire qu'est-ce qu'il a pu trouver comme erreur et à quelle criticité et qu'est-ce qu'on doit faire, selon lui, pour corriger le problème. Donc là, en l'occurrence, c'est un problème sur un nommage de champ. On utilise chez Renault un error template qui doit contenir absolument un error code. Et là, en l'occurrence, il y a un S qui s'est baladé et qui fait que la règle n'est pas respectée. Il va balayer principalement les grandes règles chez Renault. Donc, on parle en anglais, on fait attention à la casse qu'on utilise pour ne citer que les principales. Et donc, à la fin de ce check, on va avoir les grands remèdes, comment remédier au problème. Donc là, il va nous inciter, entre autres, à revoir les sévérités critiques et puis les erreurs. Et puis, du coup, repasser derrière, voir l'API référent pour valider définitivement. Voilà, c'était tout pour la démo.